un petit flashback historique sur le pacifisme à gauche. Qui a porté ça ? Est-ce que c'est vraiment une tradition à gauche ou pas ? Et surtout, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec la gauche ? Est-ce qu'ils sont au niveau ? Ou est-ce qu'on va recommencer comme en 14 ? On va le découvrir dans quelques mois, voire quelques années, puisque, comme tout le monde le dit, on part à la guerre mondiale, OTAN contre BRICS, que j'espère qu'on pourra tirer les leçons de l'histoire plutôt que de finir comme ça. Ce bonhomme que vous voyez, c'est Karl Liebknecht, c'est un socialiste allemand qui est mort en 1919, évidemment, il a été assassiné, et c'est une des plus grandes figures du pacifisme mondial, et ses faits d'armes, c'était d'être le seul au Parlement allemand à s'opposer à l'entrée en guerre de l'Allemagne pour la Première Guerre mondiale. Pour faire un parallèle avec aujourd'hui, là c'est de la propagande de guerre de l'époque, donc ça c'est du côté allemand. Dans un journal humoristique allemand, ils montrent tous les dirigeants des pays autour d'eux, c'est-à-dire il y a Nicolas II de Russie à droite, il y a les rois du Monténégro et de Serbie, mais par là même, ils attaquent aussi la France, et on voit plein d'affiches où ils diabolisent la France, les Anglais comme des ordures infinies, où là, ils se lavent les mains dans le sang des autres, et donc il faut évidemment les attaquer pour libérer le monde. Et de l'autre côté, ça c'est la propagande de guerre côté français. Donc ça c'est le petit journal, un journal bien connu de ceux qui font les brocantes dans ce pays, qui montre donc l'Allemagne, donc on reconnaît le casque à pointe de Bismarck et tout, l'Allemagne comme un monstre affreux qui est sur des tonnes de cadavres, suce au monstre, et on voit les valeureux français à droite, les Anglais, les Russes, etc. L'alliance contre le démon allemand. Et donc dans cette ambiance de propagande de guerre, comme on connaît aujourd'hui, hein, évidemment, comme disait Renaud Muselier la semaine dernière, une guerre civilisationnelle entre d'un côté démocratie, c'est nous les bons, et de l'autre autocratie et dictature. Voilà, on est exactement dans le même délire qu'en 1913-1914. Là, c'est en septembre 1914, à peine quelques mois avant le début de la plus grande boucherie de cette époque. Donc on est en pleine excitation des gens pour la guerre. Il faut absolument aller à la guerre, les autres sont des ordures, etc. Et on a un mec absolument déter, Karl Liebknecht, qui dit l'ennemi principal est chez nous, l'ennemi principal du peuple allemand, je vais traduire en français directement, du peuple allemand est en Allemagne, les impérialistes allemands, les partis de la guerre, la diplomatie secrète allemande. Cet ennemi intérieur doit être combattu par le peuple allemand dans une lutte politique, coopérant avec le prolétariat des autres pays dans la lutte et contre leurs propres impérialistes. Donc voilà, il est sur la ligne du pacifisme qui doit s'attaquer aux fauteurs de guerre dans son propre pays, évidemment. Et ça, je le répéterai jamais assez. Quand on se veut pacifiste et quand on se veut contre la guerre, mais qu'on concentre tous ses efforts sur dénoncer la méchanceté des autres pays qui sont en fait les ennemis de notre gouvernement, en fait, on se fait les idiots utiles de notre gouvernement pour leur déclarer la guerre. Et donc, notre responsabilité à nous, chez nous, en France, et dans l'Occident, c'est de dénoncer notre propre machine de guerre, pour la neutraliser, pour la démanteler, pour la saboter, pour la dénoncer, partout et tout le temps. Et c'est ce qu'a commencé à faire Karl Liebknecht et ses poteaux extra sûrs à ce moment-là. Et donc, ils disent, voilà, en Allemagne, l'ennemi principal est chez nous. Il ne faut pas armer notre classe dirigeante et il ne faut pas qu'on soit envoyé à la boucherie contre nos frères français ou russes, etc. Juste avant la guerre, des deux côtés, tous les pays qui avaient des assemblées, il faut que chaque pays vote les crédits de guerre à l'armée pour pouvoir déclarer la guerre dans son assemblée. Et donc du coup, il y a des débats en France, il y a des débats en Allemagne, et dans les deux pays, et dans les autres tours, c'est l'union sacrée. L'union sacrée, c'est l'alliance de tous les partis, que ce soit de gauche ou de droite, pour dire, bon, on abandonne la lutte des classes, on laisse tomber tout ça, juste, il faut qu'on attaque les autres, parce que voilà, ça va défendre notre niveau de vie, ou alors, ils croient à la propagande des monstres du camp d'en face, quoi. Et en Allemagne, il y a un zigoto, vraiment carré, Karl Liebknecht, que revoici, le glorieux, petite lunette, moustache, de quoi s'inspirer, qui dit ce fameux discours au moment du vote, pour dire qu'il est le seul à voter contre. Alors, il y aura plein de refs qu'on va pas comprendre en 2023, hein, je vais essayer de passer au travers, mais c'est quand même un texte historique classique pour tous les pacifistes aujourd'hui. Je motive ainsi qu'il suit mon vote sur le projet qui nous est soumis aujourd'hui. Cette guerre, qu'aucun des peuples intéressés n'a voulu, n'a pas éclaté en vue du bien-être du peuple allemand ou de tout autre peuple. Il s'agit d'une guerre impérialiste, d'une guerre pour la domination capitaliste du marché mondial et pour la domination politique des contrées importantes où pourrait s'installer le capital industriel et bancaire,
Au point de vue de la surenchère des armements, c'est une guerre préventive provoquée solidairement par le parti de guerre allemand et autrichien dans l'obscurité du demi-absolutisme et de la diplomatie secrète. Bon, ça, c'est des rêves qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est aussi une entreprise de caractère bonapartiste tendant à démoraliser, à détruire le mouvement ouvrier grandissant. C'est ce qu'ont démontré avec une clarté sans cesse accrue et malgré une cynique mise en scène destinée à égarer les esprits, les événements des derniers mois. Le mot d'ordre allemand contre le tsarisme c'est le régime russe, tout comme le mot d'ordre anglais et français contre le militarisme, a servi de moyen pour mettre en mouvement les instincts les plus nobles, les traditions et les espérances révolutionnaires du peuple, au profit de la haine contre les peuples. Complice du tsarisme, l'Allemagne jusqu'à présent, pays modèle de la réaction politique, n'a aucune qualité pour jouer le rôle de libératrice des peuples. Voilà ce qu'on dirait aujourd'hui sur la France. La libération du peuple russe comme du peuple allemand doit être l'œuvre de ces peuples eux-mêmes. Cette guerre n'est pas une guerre défensive pour l'Allemagne. Son caractère historique et la succession des événements nous interdisent de nous fier à un gouvernement capitaliste quand il déclare que c'est pour la défense de la patrie qu'il demande les crédits. Une paix rapide et qui n'humilie personne, une paix sans conquête, voilà ce qu'il faut exiger. Tous les efforts dirigés dans ce sens doivent être bien accueillis. Seule l'affirmation continue et simultanée de cette volonté, dans tous les pays belligérants, seule une paix basée sur la solidarité internationale de la classe ouvrière et sur la liberté de tous les peuples peut être une paix durable. Et dans ce sens, c'est dans ce sens que les prolétariats de tous les pays doivent fournir, même au cours de cette guerre, un effort socialiste pour la paix. Ma protestation va à la guerre, à ceux qui en sont responsables, à ceux qui la dirigent. Elle va à la politique capitaliste qui lui donne la naissance. Elle est dirigée contre les fins capitalistes qu'elle poursuit, contre les plans d'annexion, contre la violation de la neutralité de la Belgique et du Luxembourg, contre les dictatures militaires, contre l'oubli complet des devoirs sociaux et politiques dont se rendent coupables, aujourd'hui encore, le gouvernement et les classes dominantes. Et c'est pourquoi je repousse les crédits militaires demandés. Beau gosse, sérieux, il déclare ça au Reichstag, tout seul, tous les autres votent les crédits de guerre, la guerre est déclarée et Karl Liebknecht est assassiné quelques années plus tard, voilà. 20 millions de morts lors de la Première Guerre mondiale, et donc sur les morts, il y a 10 millions de militaires et 10 millions de civils, mais Karl était là pour le dire avant tout le monde, malheureusement, il était seul. Et donc, en face, qu'est-ce qu'on a comme figure un peu connue ? On a Jaurès en France. On a Jaurès qui déclare ceci au moment pareil du débat pour les crédits de guerre en France. Et encore une fois, Jaurès il était plus idéaliste dans sa façon de voir les choses, moins lutte des classes, mais c'est quand même très intéressant. Citoyens, je veux vous dire ce soir que jamais nous n'avons été, que jamais depuis 40 ans, l'Europe n'a été dans une situation plus menaçante et plus tragique que celle où nous sommes à l'heure où j'ai la responsabilité de vous adresser la parole. La politique coloniale de la France, la politique sournoise de la Russie, alliée à la France à ce moment-là, et la volonté brutale de l'Autriche ont contribué à créer l'état des choses horribles où nous sommes. L'Europe se débat comme dans un cauchemar. Songez à ce que serait le désastre pour l'Europe. Ce ne serait plus comme dans les Balkans, une armée de 300 000 hommes, mais 4, 5 et 6 armées de 2 millions d'hommes. Quel massacre, quelle ruine, quelle barbarie. Et voilà pourquoi quand la nuée de l'orage est déjà sur nous, voilà pourquoi je veux espérer encore que le crime ne sera pas consommé. C'est vraiment quelques jours avant la déclaration de guerre. Quoi qu'il en soit, citoyens, je dis ces choses avec une sorte de désespoir. Il n'y a plus, au moment où nous sommes menacés de meurtre et de sauvagerie, qu'une chance pour le maintien de la paix et le salut de nos civilisations. C'est que le prolétariat rassemble toutes ses forces qui comptent, un grand nombre de frères, français, anglais, il a oublié les sœurs, allemands, italiens, russes, et que nous demandions à ces milliers d'hommes de s'unir pour que le battement unanime de leur cœur écarte l'horrible cauchemar. Pas mal non plus. 5 jours après, il est assassiné par un militant nationaliste pro-guerre. Devant témoins, le tueur sera acquitté et l'État condamnera la femme de Jaurès à rembourser la balle qu'il a pris par son assassin. La guerre est déclarée. 20 millions de morts. Voilà le niveau de 2-3 personnes en mode pacifiste à l'époque. D'accord ? Où en est-on aujourd'hui ? Parce que là, c'est chaud, je vous remets le contexte, la guerre avec la Chine et la Russie, la guerre qui est déjà là avec la Russie, parce qu'on voit, comme l'ont montré les fuites du Pentagone, dont je vous avais parlé il y a plusieurs semaines, il y a déjà des soldats de l'OTAN et des soldats français sur place en Ukraine qui se battent contre les Russes, et là, les Anglais ont annoncé qu'ils allaient envoyer des missiles de longue portée qui pouvaient atteindre le territoire russe à l'Ukraine. Donc là, on est clairement en guerre avec la Russie. Même si on ne le dit pas officiellement, tous les pays occidentaux là sont en train de s'armer d'une manière
exponentielle. Et donc en France, Macron a décidé une loi de programmation militaire. Donc c'est une loi régulière où l'État décide quels vont être les investissements militaires du pays. Et donc là, c'est augmenté de 40%. Les investissements militaires sont de plus de 400 milliards d'euros pour jusqu'à 2030, et tous les analystes de l'armée parlent en fait d'une guerre mondiale, enfin en tout cas d'un conflit de haute intensité avec leurs rivaux stratégiques à l'horizon 2030. Du coup, tout le monde parle de la guerre mondiale vers 2030, et eh bien, les Français s'organisent aussi pour leur part du gâteau, ou en tout cas pour peut-être servir le grand frère américain. On discute de la LPM, la loi de programmation militaire dont je vous parle. Et donc, tout ça passe par la commission de défense nationale et des forces armées à l'Assemblée nationale. Il y a pas mal de gens de la NUPES. Il y a eu la loi de programmation militaire qui a été proposée par le gouvernement. Et ensuite, les parlementaires s'en saisissent pour l'amender à droite à gauche. Donc on aurait bien aimé entendre à ce moment-là des discours à la Liebknecht ou à la Jaurès. Malheureusement, c'est pas le cas du tout. Et en fait, les gens de la gauche française étaient plutôt à chipoter sur des petits détails. Donc on voit beaucoup dans les débats les deux de la FI, c'est-à-dire Lachaud et Saint-Toul. Ils donnent leur avis sur tout, ils demandent des rapports sur absolument tout, mais eux, ils sont pas en mode Jaurès et en mode Liebknecht en fait, eux. Ils sont plutôt... Bon, je vous passe toute la vidéo quand même parce que c'est très long, genre il y a 4 heures le matin et 4 heures l'après-midi et ils parlent pas de tous les amendements. Mais on voit grosso modo, ils parlent qu'il faudrait que l'armée française soit plus écolo par exemple, il faut recycler les missiles nucléaires qu'on envoie quand ils sont périmés, il faudrait pas les faire exploser mais plutôt recycler... les matériels du missile. Quand je parle du missile nucléaire français, c'est de ça que je parle. Ce gros bidule capable d'éradiquer des populations entières. Il parle de rendre l'armée plus écolo, de mieux payer les soldats, de produire des armes françaises, monsieur, attention, pas allemandes. Ils veulent être plus efficaces en Afrique, à droite à gauche, ils chipotent sur des petits détails. Mais grosso modo, on n'a pas de discours pacifiste du tout en France. Le pire, c'est ce qu'on découvre en lisant cet article de Challenge. Rafale, SCAF, Charles Leclerc, les idées des députés pour améliorer la LPM. On va se concentrer sur les suggestions de la gauche française. Donc, les députés vont-ils réussir à modifier la loi de programmation militaire un peu plus d'un mois après la présentation au Conseil des ministres de la LPM par le ministre des Armées, le Cornu. Le texte est examiné par la Commission de défense depuis le 9 mai, avant un examen en séance plénière le 22, ou peut-être ils feront de belles déclarations pour faire beau. Mais en tout cas, le vrai travail, il se passe en commission en ce moment. Et donc, il y a eu 940 amendements qui ont été déposés à ce texte, qui prévoit, je le rappelle, un investissement de 413 milliards d'euros. 413 milliards d'euros sur 7 années de programmation pour arriver ensuite à être prêt pour la guerre mondiale en 2030. Oui. Comme souvent, une bonne partie des amendements sont de modifications de forme. D'autres amendements bien plus intéressants témoignent des priorités des différents groupes politiques. Un amendement signé par des LR appelle à revoir le cadencement des augmentations annuelles des budgets de l'armée. La LPM prévoit des hausses de budget de 3 milliards tous les ans, puis de 4 milliards 3 à la fin. Les députés LR appellent à une augmentation et une montée en puissance plus rapide. Le groupe FI a déposé un amendement similaire qui prévoit des marches annuelles de 4,3 milliards d'euros dès 2024. Et en fait, j'ai un petit peu suivi les débats, on voit Lachaud et Saint-Toul qui demandent en fait d'augmenter le budget de l'armée pour que ça colle à l'inflation, parce qu'il y a de l'inflation, c'est vrai ça. Donc ils demandent de rajouter entre 15 et 30 milliards au budget militaire français. Un amendement du groupe LFI-NUPES demande à revenir à la cible de 50 avions de transport A400M en 2030, alors que le projet n'en prévoyait que 35. Julien Bayou fait une belle déclaration sur la militarisation de l'espace, mais en fait c'est juste de la pure forme, parce que c'est juste une appellation là qui veut changer. J'ai vu que le PS avait aussi beaucoup participé pour demander à renforcer ça. La marine fait aussi l'objet de demandes de hausse de cible. Le groupe socialiste appelle à la livraison de 5 frégates de défense et l'intervention de Naval Group d'ici à 2030, contre 3 prévus. Donc le PS veut quasiment doubler le nombre de bateaux de guerre de l'armée française. Et à faire passer le nombre de frégates de premier rang, aptes au combat de haute intensité, de 15 à 18. Ce qui était une demande de l'état-major de la Marine nationale. En fait, la Marine nationale demande, et le PS se met au garde à vous. Et demande plus de frégates, plus de bombes. On en est là. L'AFI a demandé beaucoup de rapports, c'est-à-dire pendant tout le long des débats, je les ai vus demander des rapports surtout. Je les ai vus demander à être plus efficaces en Afrique, en disant il faut admettre que c'est une défaite, donc on n'a pas été efficace, il faut rendre des comptes. Tous les députés, quels que soient les partis, participent à la modernisation de l'appareil de guerre criminel français. J'ai entendu personne demander à la démilitarisation de la France, ou au moins de l'arme nucléaire.
ou au moins des armes qui servent pas du tout à défendre le territoire en cas d'une invasion. C'est-à-dire que si vraiment l'armée française était axée sur juste la défense du territoire métropolitain français en cas d'invasion, ce qui est quand même assez légitime, il pourrait s'appuyer sur les forces populaires des gens qui voudraient défendre leur territoire, et pas en investissant dans des missiles de longue portée, des armes nucléaires, des frégates, etc. C'est là où on voit bien la transparence des intérêts de l'armée française, qui est tout aussi impérialiste que l'armée américaine. Juste, c'est un petit frère. La NUPES est-elle militariste ? Écoutez les gars, participer à la modernisation de l'armée française avec des armes de destruction massive, moi ça me paraît criminel. En tout cas ça me choque, parce que j'ai cette tradition du Liebknecht,